Professeur Didier Raoult, quels sont les derniers constats que vous pouvez faire sur cette épidémie de Covid-19 en France, dans le monde et à Marseille? Alors, d'abord, encore une fois, moi, les données que je donne, c'est que des données officielles, c'est les miennes, je ne les interprète pas, ce qui fait une différence entre les échos que vous pouvez entendre. Moi, je manie ni la peur, ni les idéologies, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Alors, les faits bruts, et je conseille à ceux d'entre vous qui veulent y avoir accès de regarder, les communications que fait le professeur Toussaint, qui tire ces données de deux grands centres qui les collectent, un qui s'appelle Euromomo et l'autre qui est le John Hopkins aux États-Unis. Donc vous voyez dans ce qui se passe actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que en Europe, il y a un phénomène particulier qui est l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués sans augmentation du tout de la mort. Donc il y a une discordance dont j'avais parlé assez tôt, que l'on observe partout en Europe, c'est-à-dire que l'épidémie actuelle n'a rien à voir avec l'épidémie qu'on avait vue en mars-avril. C'est une autre maladie. On va essayer de comprendre pourquoi. Si on regarde ces données sur ces 8 analyses par continent, c'est extrêmement intéressant. En Afrique, le taux de mortalité est incroyablement bas et reste bas. Alors, les gens donnent beaucoup d'explications pour ne pas regarder la réalité. En réalité, c'est qu'en Afrique, tout le monde prend des antipaludéens et que la plupart des antipaludéens, que ce soit la quinine, la primaquine, l'artésimine, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, ont une activité contre le virus et qu'elles sont recommandées globalement et que tout le monde en prend. Et que donc, en pratique, il est vraisemblable que l'Afrique a été protégée de la gravité de la maladie parce que c'est prescrit très très largement. Il faut là aussi remettre les choses en perspective. C'est pas moi qui dis qu'il faut mettre la chloroquine contre le reste du monde, c'est le reste du monde contre l'Europe, puisqu'il y a 4 milliards, 800 millions d'habitants qui vivent dans des pays dans lesquels on recommande ou on accepte de donner de la chloroquine si on le souhaite. C'est plutôt les autres qui constituent une exception que... Alors l'autre chose qui est très intéressante, que l'on voit, vous voyez, en Amérique du Sud, en Amérique du Centre, particulièrement en Amérique du Nord, qui n'est pas vraiment du Nord d'ailleurs, et en Asie, en dehors de la Chine, c'est que il existe un pic maintenant qui correspond à notre fin d'hiver, début de printemps, c'est-à-dire en mars-avril, qui se situe maintenant avec une courbe épidémique qui ressemble dans l'hémisphère austral à ce que nous avons vécu, nous, dans l'hémisphère nord, mais bien entendu avec 6 mois de décalage, puisque les saisons sont inversées. Donc on a l'impression quand même qu'il y a une affectation saisonnière sur la première partie de l'épidémie que l'on retrouve dans l'hémisphère austral. Et puis il y a les pays qui sont à cheval, dont l'Asie, dont une partie de l'Asie hors Chine, et puis l'Amérique du Nord, qui comporte en réalité une région subtropicale qui est atteinte. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir, ça aussi c'est factuel, comment la mortalité est tellement plus importante dans l'Amérique subtropicale, dans la Floride, qu'à Cuba en face, avec des moyens qui sont 10 fois moins importants, mais plus de médecins et d'hydroxychloroquine. Et donc il y a une différence de mortalité déjà à la base, et une différence de mortalité pendant cet épisode qui est remarquable et qui doit amener, c'est factuel, ça doit être amené à être réfléchi. Alors ce qui se passe ici à Marseille, c'est complexe quand on parle de cas détectés, parce que on a une attraction importante des malades ici, puisque nous testons plus que les autres. On fait 3000 tests par jour actuellement, hein, et pas de gens qui sont que pour Marseille. Mais on peut voir sur ce tableau qu'il y a 2 situations différentes entre le premier acte et le deuxième acte. Tout ça, c'est des données qui sont transmises par l'ARS. Moi, je n'invente rien du tout. Tout ça est vérifiable tous les jours. C'est juste des données, ce n'est pas des interprétations. Hein. Donc pendant la première partie de ce que nous avons vu ici et dans l'assistance publique, vous voyez, on a testé 57 000 personnes, on a eu 6 900 cas positifs, 9%, avec 1600 hospitalisations, soit de 23,7%, 288 en réanimation et 162 morts. Et si vous regardez le deuxième acte, on a testé 59 000 personnes, on a pratiquement le même pourcentage de positifs, un peu moins, 5 000, mais en revanche,
on n'a que 269 hospitalisations, 78 réanimations et 37 morts. C'est une très grosse différence. Donc on voit, c'est pas la même maladie qui circule, et nous on a la même chose ici au niveau de l'IHU, qu'on traite toujours de la même manière, avec une mortalité qui est passée de 0,6 à 0,4%. Donc il y a quelque chose qui est différent entre ces deux actes de la maladie. Si on peut qualifier ça la même maladie, en tout cas les choses sont différentes. Et elles sont différentes ici comme elles sont différentes dans toute l'Europe. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec les souches qui pourraient être différentes sur le plan génomique ? Oui, là aussi j'entends beaucoup de choses qui sont pas inintéressantes, mais si vous regardez, d'abord effectivement, nous à Marseille, on a une cinétique qui est exactement de même nature, vous voyez, ça c'est le nombre de prélèvements, le nombre de nouvelles personnes positives, et ensuite on regarde le nombre de personnes hospitalisées, on voit que ce n'est pas du tout le même ratio que ce que nous avions. De la même manière, le nombre de personnes positives admises en réanimation, ça c'est les gens domiciliés à Marseille. Donc c'est pas, sinon encore une fois, il y a un biais qui rentre, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas de Marseille, qui viennent se faire prélever ici, et bien entendu, si on les compte, on a dû tester à peu près 10% de la population marseillaise maintenant, probablement 80 000 personnes sur 800 000, domicile à Marseille. Donc on commence à avoir vraiment une idée épidémiologique. Et ça, c'est le nombre de morts. Et bien entendu, c'est pas du tout la même échelle, mais on voit, c'est pareil, on n'a pas du tout la même échelle entre les deux épidémies, en dépit du fait qu'on a le même nombre de cas. Donc il se passe quelque chose qui montre que c'est différent. Alors, c'est vrai que quand on a vu ça, on s'est tout de suite posé la question de savoir, est-ce que le virus avait muté, est-ce qu'il était différent ? Alors, il y a des gens qui, bien sûr, on n'est pas les seuls à travailler en dehors de France, il y a des gens qui travaillent aussi sur le génome, et donc qui ont publié récemment, donc ça devrait échapper à personne en principe. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de mutants, parce que c'est pas vrai. D'accord ? C'est pas vrai. Hein ? Il faut lire la littérature, il ne faut pas dire des choses comme ça. Donc il est sorti le 29 août, un travail qui montre quelque chose qui est très intéressant, qui montre un mutant qui a perdu tout ou partie d'un gène, qui s'appelle l'ORF8. Ce gène avait aussi disparu dans le premier SARS, et on avait compris que le premier SARS avait perdu sa pathogénicité en perdant ce gène. Et là, il s'est passé la même chose, et c'est à Singapour, et il trouve ce que nous voyons, c'est-à-dire que la sévérité de l'infection, la réponse inflammatoire, nous ce que vous voyons aussi, c'est les troubles de la coagulation diminuent, et les embolies pulmonaires diminuent de manière très significative dans cet épisode. Et donc, on a commencé à chercher les mutants avant que ce travail soit publié, mais on a des données qui confirment ces données-là, que l'on voit là sur cette image, où l'on voit que tout ce qu'il y a en gris, c'est ce qu'ont fait les autres en France, ça c'est tous les génomes français, et tout ce qu'on voit ici, c'est les génomes en couleur, c'est ce que nous avons fait nous. Et donc on voit que ça c'est tout le nouvel épisode, vous voyez, à partir d'ici, là c'est juillet, donc, et vous voyez qu'il existe, c'est pas une évolution comme on a ici, une évolution petite mutation par petite mutation, il s'est passé quelque chose avec des branches très longues de mutations, c'est-à-dire on est passé de entre 5 et 10 mutants par rapport au mutant initial, là, brutalement, 25. Et ici, maintenant, on est à 33. Donc il y a un bond qui s'est fait. Actuellement, au début de juillet, essentiellement, c'était ce génotype là, bleu foncé, qui était celui qui sévissait le plus. On a un peu plus de 100 cas de celui-là. Et puis, actuellement, c'est le 4 qui est sévi le plus, et celui-là semble avoir disparu. Et donc, l'impression qu'on a pour l'instant, c'est qu'il y a des petites épidémies qui se font avec chacun de ces mutants et qui disparaissent, et qui donnent plutôt des formes moins graves. Et si on regarde les mutations, il y a effectivement des mutations dans cet ORF8, en l'occurrence, des mutations dans le gène qui permet de répliquer le virus, s'appelle la RNA polymérase. Il y a des gènes dans un autre, dans des gènes qu'on connaît comme étant des gènes qui jouent un rôle dans la pathogénicité. Et donc, il y a un phénomène dans ce virus, qui est un phénomène de mutation accélérée, qui avait été plus ou moins prédit par une très 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 bonne équipe, qui est celle de Caetano, sur les mutants analysés jusqu'à cette période-là. Donc, à cette période-là, on voyait qu'il commençait à apparaître plus de mutants, mais là, on est en plein dedans. Donc, il existe effectivement différents mutants actuellement qui sont corrélés avec l'existence de formes qui sont moins graves
en termes d'hospitalisation et de réanimation et de mortalité. Donc c'est la situation dans laquelle on est. Et vous voyez qu'à Marseille, la situation est une situation dans laquelle on n'a pas pour l'instant d'accélération dans les 2 dernières semaines ou les 3 dernières semaines des cas ni de Marseillais, hein, ni en réanimation, ni en cas nouveau, ni en décès. Concernant les PCR, que pensez-vous des titres de PCR, des CT à partir desquels il faut conclure que la PCR est positive ou négative? Là aussi, là non plus, c'est pas de la magie, ça. C'est de la science. Donc il faut avoir des données scientifiques, et des données scientifiques qui ne soient pas trop partielles, pas trop orientées. Il faut faire attention que jusqu'à présent, les gens avaient plutôt une tendance à utiliser des titres trop élevés. Quand ils sont élevés, ça veut dire en réalité qu'il y a de moins en moins de virus, qu'on appelle les CT. Et donc on a des difficultés à leur dire, vous savez, au bout d'un certain temps, ça ne veut plus rien dire, c'est peut-être de la contamination. Maintenant, je ne veux pas penser que c'est pour permettre de vendre des tests qui ont une très mauvaise sensibilité, qu'on commence à dire qu'il faut des CT très bas et que les CT très bas suffisent. Tout ça, au moment, il faut faire un peu de science. Donc chez nous, Bernard Lascola, depuis le début, a cultivé à peu près 5000 prélèvements, d'accord, pour isoler le virus. Il a isolé plus de 2000 virus. Et il a corrélé entièrement, si vous voulez, le nombre de CT, et plus les CT sont bas, plus on trouve de virus, pour essayer de déterminer jusqu'où on peut aller. C'est pour ça que nous, depuis le tout début, on dit, le CT chez nous, c'est 35. À partir de 35, on sait qu'il n'y a plus de virus. Jusqu'à 35, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Et donc, on peut voir sur cette courbe qu'au début, il y a 100% des prélèvements positifs. Quand on a des CT qui sont inférieurs à 16, d'ailleurs on fait le génome directement là-dessus quand on a des CT à 16. Ensuite, ça reste positif qu'à 50% à 26. Donc quand vous êtes à 26, vous avez encore 50% de gens qui portent des virus. Et nous, on a calculé que ça faisait à peu près 800 000 particules virales par prélèvement. Donc c'est encore c'est beaucoup, c'est encore contagieux. Et vous voyez que même quand vous êtes encore à 30 CT, il y a encore 20% de culture positive. Donc on continue à dire que c'est 35 les CT et que c'est par rapport à ces gammes-là qu'il faut tester des tests qui sont des tests de dépistage, d'autant que les tests de dépistage doivent avoir par définition une grande sensibilité. Il faut qu'ils soient sensibles pour qu'ils puissent détecter les choses éventuellement, quitte à les contrôler. Mais si vous laissez passer une quantité de patients positifs, c'est que votre test n'est pas un test de screening, c'est pas un test de dépistage. Professeur Mathieu Mignon, vous êtes spécialiste dans l'analyse des données, notamment vous avez réalisé des méta-analyses sur la chloroquine et l'efficacité de la chloroquine contre le Covid-19. Pouvez-vous nous décrire l'avancée de vos derniers travaux ? Alors effectivement, pour conclure à une efficacité d'un traitement, il ne s'agit pas de voir une seule étude ou un seul essai randomisé qui apporterait la solution. On sait que les essais randomisés ne sont pas la panacée, ils peuvent avoir des résultats discordants et que les études observationnelles apportent les mêmes types de résultats que les essais randomisés. On avait fait une méta-analyse il y a quelques mois qui a été publiée, on l'a actualisée, maintenant il y a plusieurs dizaines d'études qui étudient l'efficacité des dérivés de la chloroquine sur donc les objectifs comme la mortalité ou l'expression virale. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les études cliniques continuent à aller toujours dans le même sens, avec des nouvelles séries très importantes, notamment d'Iran, d'Arabie Saoudite, des nouvelles études d'Espagne et d'Italie. Dans les études cliniques, le risque de mortalité est divisé par 2 dans les études qui utilisent la chloroquine. On avait déjà évoqué et on confirme que les études de big data qui sont faites sur des fichiers électroniques sans voir de patients sont beaucoup moins précises avec des résultats beaucoup plus hétérogènes. Mais au final, quand on prend toutes les études qu'on peut inclure, on arrive à un résultat très significatif sur la mortalité. Alors évidemment, on ne peut pas inclure non plus toutes les études. Il y a des études qui donnent 2,4 g d'hydroxychloroquine dans les premières 24 heures. On estime que ce n'est pas possible de pouvoir traiter comme ça. Il y a des études aussi qui sont basées sur une présomption clinique, notamment des études américaines avec seulement 60% des gens qui ont une PCR positive. On estime qu'on ne peut pas non plus évaluer l'efficacité du traitement là-dessus. Pour l'excrétion virale, les résultats, encore une fois, donc, concluent à une efficacité. Très peu d'études, pas d'études à notre connaissance, qui ont
évaluer la persistance de l'expression virale aux USA, mais on a beaucoup d'études d'Asie, du Pakistan, et qui confirment qu'il y a une réduction de l'expression virale d'un facteur à peu près 2, c'est-à-dire la probabilité d'être positif à un moment donné est divisée par 2 avec les dérivés de la chloroquine. En détail, je reprendrai les détails et les inclusions de cette méta-analyse dans un cours qui sera fait plus tard aux internes. Merci beaucoup.